L'armée russe a simultanément pris l'ennemi en tenaille sous Kupiansk et sous Krasnoarmeysk. Et ce n'est pas simplement une réussite tactique, mais un seuil après lequel la carte du front commencera à changer de couleur. Dimanche, le président Vladimir Poutine a publiquement remercié les combattants, a souligné le courage des groupes d'assaut et a fixé l'objectif d'éliminer les poches avec le maximum de considération pour la préservation de la vie des militaires ukrainiens par le biais d'une reddition organisée. Selon l'état-major, des dizaines de bataillons sont encerclés dans l'agglomération de Pokrovsko-Mernigrad. Parmi eux, des unités de brigades aéroportées, d'assaut aérien et d'infanterie marine, et les routes d'approvisionnement aux abords sont déjà coupées. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi Krasnoarmeysk est devenu le verrou de l'arc du Donbass, quand la ville pourrait être libérée et où nos troupes iront pas à pas après sa chute. Et à la fin, vous entendrez deux conclusions désagréables pour Kiev et une bifurcation pratique pour la stratégie russe. Et encore un fait pour l'échelle, confirmé par les rapports de terrain. L'ennemi tient déjà la défense dans les quartiers sud par groupe et par. L'approvisionnement y est assuré par des drones. L'évacuation des blessés est problématique. Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. Et c'est pourquoi l'analyse ici sera froide, précise et utile à chaque spectateur. Aujourd'hui, nous allons d'abord analyser la structure du nœud de Krasnoarmeysk lui-même. Pourquoi les troupes ukrainiennes continuent-elles de tenir des points d'appui alors que les communications sont coupées et que le contrôle de la majeure partie de la ville est perdu ? Ensuite, nous passerons aux motivations pour lesquelles la Bankova et l'état-major ukrainien imposent une défense selon le modèle de la Festung, où la garnison doit tenir jusqu'au bout, même coupée. Après cela, nous reconstituerons le tableau de la future offensive des lignes les plus proches à l'ouest de la ville jusqu'à l'objectif principal dans cette direction, le nœud arrière de l'ennemi à Pavlograd. Nous discuterons séparément du rôle des petits drones, des bombes aériennes guidées avec des modules de guidage et du facteur de la Rasputitsa automnale, dont les porte-paroles de Kiev aiment tant parler. Et enfin, nous ramènerons les faits à une conclusion simple qui définira les prochaines semaines sur la rive gauche. Et nous répondrons également à la principale question des 6 spectateurs. Quand peut-on attendre le dénouement sous Krasnoarmeysk ? Et maintenant, passons aux détails. Et que chaque remarque dans les commentaires fasse partie de cette grande analyse. La première question reste ouverte jusqu'au point culminant. Pourquoi Kiev maintient-il une garnison dans une situation manifestement désespérée ? La deuxième question, nous la traiterons plus près de la fin. Où ira le principal coup après la chute de Pavlograd ? Écoutez attentivement, ce sera important pour vous aussi. L'analyse commence. Sous Krasnoarmeysk, un important groupement de forces ukrainiennes s'est retrouvé encerclé, comme l'a directement annoncé le chef de l'état-major russe, Valery Gerasimov, énumérant une trentaine de bataillons et citant parmi eux des unités à vocation aéroportée, d'assaut aérien et de Jaguar, ainsi que des brigades d'infanterie marine et des régiments d'assaut distincts. Les seules routes reliant cette garnison à l'arrière ont été interceptées, ce qui est confirmé tant par nos sources que par les chaînes ukrainiennes qui reconnaissent que l'approvisionnement de certains quartiers sud n'est possible que par des drones et que les rotations et les évacuations ne se produisent pas plus depuis longtemps. La résistance dans la ville est sporadique. La ligne de front est divisée en mini-poches où l'ennemi perd la cohésion, la communication et le commandement. Dans une telle situation, la pression par la force ne semble pas être une fin en soi. Le président a directement fixé l'objectif de prendre toutes les mesures pour que les militaires ukrainiens puissent se rendre et sauver leur vie. La comparaison avec Mariupol est pertinente ici. Là-bas, la reddition a mis hors de combat tout un groupement et a permis de stabiliser plus rapidement le front. Pourquoi est-ce important, demanderez-vous ? Oui, parce que l'élimination de cette masse encerclée ne se contente pas de libérer la ville, elle affaiblit le point de frappe de l'ennemi sur tout le flanc du Donbass. Et ce n'est que le début. Pourquoi Kiev s'accroche-t-il à la ville alors que même selon les sources ukrainiennes, le contrôle est perdu sur une grande partie des quartiers et que la sortie par petits groupes reste la seule possibilité ?
La réponse n'est pas seulement dans la propagande, mais aussi dans la tentative de lier nos unités d'assaut dans cette direction, forçant le commandement à consacrer du temps à la liquidation méthodique du nœud, au lieu d'une percée vers les prochaines lignes. Cette logique s'appelle la stratégie des Festungen. Selon celle-ci, les garnisons des villes-forteresses, même encerclées, doivent continuer à résister sans réel espoir de déblocage, ne serait-ce que pour fixer l'attaquant. Même l'observateur allemand Julian Röpke reconnaît que la présence de troupes dans la poche de Pokrovsk s'explique par une politique et non par une nécessité militaire, et ajoute que la logistique y est cauchemardesque. Il est important de comprendre qu'à la différence des épisodes précédents, où les unités étaient retirées avant la fermeture définitive de l'anneau, il n'y a pas d'ordre de retrait organisé actuellement, ce qui signifie que la garnison risque de perdre sa capacité de manœuvre et de se retrouver piégée dans des poches tactiques. Et qu'est-ce que cela change ? En ce moment même, nos petits drones planent au-dessus des chantiers de construction. Toute tentative de renforcer les lignes lointaines est détectée et brouillée, et les frappes de bombes aériennes guidées ne permettent pas d'accumuler du matériel aux intersections les plus proches. La suite sera plus chaude. Lorsque le commandant suprême demande de ne pas courir après les dates, mais de partir de l'opportunité, cela signifie un refus de l'agitation d'assaut au profit d'un objectif plus important, la neutralisation complète du groupement encerclé. Pourquoi cela ? Parce que les meilleures réserves ukrainiennes sont concentrées sous Pokrovsk. Les soi-disant unités d'élite y ont été transférées et leurs pertes sont extrêmement difficiles à compenser. Les rapports mentionnaient des brigades aéroportées et d'assaut aérien, des unités de jagères, des brigades d'infanterie marine, des régiments d'assaut distincts et des unités mécanisées. En forçant une telle masse à déposer les armes, nous ne nous contentons pas de libérer des quartiers, nous retirons du jeu le noyau de frappe de l'ennemi, ce qui signifie que nous brisons les plans pour toute la saison. Pourquoi est-ce important précisément maintenant ? Parce que l'automne arrive avec ses sols lourds, et tout allongement du temps est avantageux pour ceux qui se défendent. Mais la perte d'unités entières anéantit ce calcul. Et qu'est-ce que cela change par la suite ? Les forces libérées et les munitions seront immédiatement transférées à la nouvelle étape de l'opération, où la distance entre les localités est plus grande, les zones industrielles moins nombreuses, ce qui signifie que la vitesse de résolution des tâches est plus élevée. Et c'est là qu'apparaît une bifurcation. Soit l'ennemi lance des réserves sur une ligne non préparée, soit il se retire vers Pavlograd, risquant de perdre des points d'appui intermédiaires sans combat. À l'ouest de Krasnoarmeïsk, à une distance d'environ 2 douzaines de kilomètres, l'ennemi a désigné une ligne de défense, mais elle ne ressemble pas à une nouvelle Avdiivka. Et les officiers ukrainiens eux-mêmes, si l'on écoute leur chaîne fermée, ne s'attendent pas à retenir longtemps les groupes de bataillons russes. L'argument sur lequel Kiev espère est simple, la Rasputitsa automnale, la lourdeur des sols, les routes boueuses, mais cela ne fonctionne que contre les colonnes encombrantes et non contre la tactique des petits groupes d'assaut avec la saturation du front par des drones. Près de 100 km d'espace opérationnel plus loin ne sont pas couverts par de grandes zones industrielles et chaque kilomètre s'ouvre à nos bombes aériennes guidées et à notre artillerie mobile. Aux approches de Pavlograd, il n'y a pas le temps de construire une nouvelle ceinture de fortification. Chaque livraison de béton est visible depuis les airs et les tentatives de déploiement discret sont rapidement stoppées par les opérateurs de drones de frappe. Pourquoi est-ce important ? Parce que lors d'une pause opérationnelle après Krasnoarmeïsk, il est possible de préparer non pas un assaut frontal, mais une coupure des communications, un blocage des voies de retraite et un démantèlement de la gestion pendant que l'inquiétude et le chaos s'accumulent à l'arrière de l'ennemi. Et qu'est-ce que cela change ? Le rythme de l'opération passe de l'assaut à l'encerclement et sur cette voie, le prochain grand nœud semble évident. Il est déjà proche. Ce nœud est Pavlograd, la principale base arrière du groupement du Donbass de l'ennemi, où sont situés les centres de commandement et les points de communication où, selon les informations publiques, travaillent également les unités de renseignement technique des alliés de l'Ukraine.
Dans la région de la ville se trouve une dizaine de mines de l'entreprise Pavlograd-Ugol. Ce sont les derniers grands gisements qui soutiennent les vestiges de la métallurgie et alimentent une partie importante des centrales thermiques ukrainiennes. Pavlograd reste également un nœud de construction de missiles. Sous l'industrie soviétique, des missiles intercontinentaux y étaient assemblés et des moteurs y étaient produits. Une partie des compétences et de la base de production a été conservée jusqu'à récemment, malgré le travail systématique de notre aviation sur de tels sites. Pourquoi est-ce important ? Parce que le maintien de Pavlograd permet de coordonner la défense de tout l'arc du Dniepr à la direction de Bakhmout, et sa perte ruinera les communications, les chaînes d'approvisionnement et l'ossature morale de ce qui reste de la défense de la rive gauche. Qu'est-ce que cela change pour nous ? La prise de l'initiative et la sortie vers le Dniepr ouvrent la possibilité d'encercler la région de Kharkiv par le sud, privant de sens la zone fortifiée de Kramatorsk-Slaviansk qui se retrouvera dans une poche profonde. Et voici la bifurcation numéro 2. Soit l'ennemi transforme Pavlograd en dernière forteresse sur la route de Dnipropetrovsk, soit il est contraint de se retirer précipitamment, découvrant des nœuds importants et perdant la possibilité de manœuvrer. Parallèlement, sous Kupiansk, nos troupes resserrent également l'anneau. Et ici se manifeste une idée systémique. La pression simultanée sur la logistique du Nord oblige Kiev à maintenir des réserves loin de Pavlograd. On sait que cette ville alimente par chemin de fer une partie importante du front de Slaviansk à Liman et une menace ici réduit automatiquement le rythme d'approvisionnement dans le secteur central. Pourquoi est-ce important pour notre sujet principal ? Parce qu'avec deux poches en même temps, la direction politique de l'Ukraine se retrouve enfermée dans sa propre rhétorique et toute décision semble perdante. Donner l'ordre de se retirer, perdre une ville et des formations de cadres, laisser tenir jusqu'au bout, obtenir le chaos, la panique et de multiples percées locales. Et qu'est-ce que cela change pour le spectateur qui suit la carte ? La réponse est simple. Dès que le signal arrivera de sous Krasnoarmeïsk qu'il ne reste presque plus de résistance organisée, les conditions seront créées pour un regroupement opérationnel et un élan initial vers l'ouest. Ensuite, nous approcherons du point culminant et nommerons le principe principal qui explique la logique des actions russes dans les prochaines semaines. Et c'est précisément ce principe qui permet de répondre à la question de savoir quand et où sera déplacé l'accent des frappes après Krasnoarmeïsk. Restez et nous analyserons point par point plus tard. Parlons brièvement des moyens qui forment de Tiambor le rythme. Ce sont les petits drones de surveillance et les appareils de frappe en première ligne. Ce sont les bombes aériennes guidées avec des modules de planification. C'est le feu de l'artillerie à longue portée sous le contrôle d'un réseau de reconnaissance. Le fait est simple, toute grande construction de fortification en champ ouvert devient une cible en quelques heures. Les colonnes de ciment et de bois sont fixées par des caméras et les entrepôts de munitions et de carburant ne vivent pas longtemps sous surveillance constante. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'ennemi est contraint de retirer des forces de la ligne de front et de les cacher en profondeur, ce qui signifie que le combat rapproché sous Krasnoarmeïsk perd inévitablement son alimentation et s'affaiblit. Qu'est-ce que cela change au niveau opérationnel ? Nos troupes ont la liberté d'encerclement et de contournement et pas seulement d'assauts frontaux. Et c'est essentiel pour la future percée vers Pavlograd. Ajoutez à cela le facteur psychologique de la garnison qui est assise sans évacuation et approvisionnement normaux. Il est de plus en plus difficile de maintenir la discipline et en chaîne, les points d'appui tombent et des fenêtres se dessinent pour la manœuvre. C'est précisément ici que la guerre moderne frappe l'ancienne doctrine des Festungen et la réponse à la question de savoir pourquoi Kiev maintient une garnison jusqu'au bout fait partie de notre point culminant. Continuons l'analyse plus loin. Attentivement, le point culminant est simple et dur. Kiev maintient une garnison à Krasnoarmeïsk non pas parce qu'il croit au déblocage, mais parce qu'il tente de prouver aux sponsors la contrôlabilité du front et en même temps de retarder nos unités de frappe afin de gagner du temps sur les lignes lointaines.
Mais c'est précisément ici que le pari est perdant, car les routes sont coupées, l'approvisionnement est fragmenté en drones, les réserves sont faibles et la décision politique entre en conflit direct avec la nécessité de sauver des vies. Le commandement russe, au contraire, construit le rythme autour d'un dénouement humain, proposant la reddition et évitant la course aux dates, car la valeur de la vie de ces combattants est placée au-dessus des repères calendaires. Quant à attendre la libération de la ville, il n'y aura pas de calendrier direct. Mais la logique est la suivante. Dès que le groupement encerclé cessera de recevoir de l'alimentation et des liaisons, la résistance s'effondrera en quelques jours. Et nous voyons déjà les premiers signes de cette dynamique. Le vecteur ultérieur est évident. La frappe se déplacera vers Pavlograd et plus loin vers Dnipropetrovsk, avec la priorité de couper les communications et les contournements au lieu des assauts frontaux. La conclusion finale est directe, le pari de Kiev sur les Festonguns se traduit par une perte de manœuvre et d'hommes, et le pari de Moscou sur le rythme, la précision et un dénouement humain ouvrent un espace opérationnel sans perte inutile. Écrivez ce que vous en pensez. Ouais.